11h03, merci d'être avec nous. Le matin, entre 10h30 et midi et demi, nous allons parler des salaires. Voilà une vraie question. Alors, sur les salaires, on a dit beaucoup de choses ces derniers jours avec évidemment le salaire de Patrick Pouyanné, mais je ne vais pas m'attarder non plus sur le salaire de Patrick Pouyanné, le président de Total. Je vais m'intéresser au salaire de chacun d'entre nous. Gérald Darmanin appelle une partie du patronat à augmenter les salaires. Alors, les salaires, nous allons voir comment se situe la France par rapport à ses voisins européens en termes de salaire. Il y a le salaire moyen, il y a le salaire médian, il y a les bas salaires, il y a les très hauts salaires. C'est vaste le problème des salaires. Je regardais ce matin une enquête qui nous dit que c'est une étude pour l'IFOP, que 45% des Français interrogés ne se rendent au travail que pour le salaire. Parce que lorsqu'on parle salaire, on parle rapport au travail, évidemment. Et nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce matin. Alors, par ordre alphabétique, Bernard Cohen-Haddad, qui est président de la CPME Paris-Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Louis Morin, qui est directeur de l'Observatoire des inégalités. Bonjour. Bonjour. Et vous publiez d'ailleurs votre rapport, l'édition 2022, sur les riches en France. Et puis, Bruno Millienne, qui est porte-parole du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Député, bonjour, merci d'être avec nous, merci tous les trois d'être avec nous. Alors, les salaires, salaire médian, salaire moyen. D'abord, quelle est la différence entre un salaire médian et un salaire moyen ? Alors, Louis Morin. Pour calculer une moyenne, là c'est important d'expliquer ça aux auditeurs. On prend tous les salaires, on divise par le nombre de salariés, on obtient une moyenne. Cette moyenne en France, c'est 2400 € environ. Mais cette moyenne... Donc, salaire moyen. Salaire moyen. 2400 € net. 2400 € net. On va parler que du net. Oui. Mais cette moyenne... Quand on parle de revenus, pourquoi on préfère parler de médian, de médiane ? La médiane, c'est la moitié du gué. Autant gagne plus, autant gagne moins. Et la moyenne, quand on parle de revenus, elle est souvent tirée par le haut par quelques exceptions. Et donc, elle n'est pas très significative. Le salaire médian, c'est quoi ? Le salaire médian, allez, on va dire que c'est 2000 €. Un petit peu en dessous de 2000 € net. Et... un quart des salariés touchent moins de 1500 €. Tout en haut, le seuil des 10%, c'est 3800 € net. Et les 1%, 8700 € net. Alors, 10%, vous m'avez dit, c'est 3008. 3800. 10% des Français touchent plus de 3008. Pour des temps pleins, attention. Temps plein. Il y a beaucoup de femmes, notamment, qui sont en temps partiel. Et 1%, plus de... 8700. Combien ? 8700. Bien, voilà déjà une échelle des salaires en France. Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens en termes de salaire, justement, Félix Mathieu ? Alors, en termes de salaire brut, cette fois, c'est-à-dire cotisation sociale comprise, la France se situe derrière la Finlande, la Suède, l'Irlande, les pays du Benelux, l'Autriche et puis la Suisse hors Union européenne. Un peu plus de 42 000 € bruts par an en moyenne selon l'INSEE. C'est moins que l'Allemagne, 47 000, mais plus que l'Italie et l'Espagne, 37 et 29 000 € bruts par an en moyenne. Les autres, Portugal, République tchèque et puis tous les pays de l'Est se trouvent loin derrière. 21 États européens sur 27 disposent par ailleurs d'un salaire minimum de 363 € bruts par mois en Bulgarie, à 2313 € au Luxembourg. Le SMIC français se trouve à la 6e place derrière le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et désormais l'Allemagne, mais loin devant les pays de l'Est. Bien. Grande question, évidemment. Ensuite, nous verrons à quoi est attaché... Enfin, nous verrons la notion travail, parce qu'évidemment, quand on parle salaire, il faut parler travail. Mais Gérald Darmanin appelle une partie du patronat à augmenter les salaires. C'est possible, ça ? Est-ce qu'il est possible d'augmenter les salaires ? C'est un vœu, c'est un souhait. À mon avis, c'est important de le faire, mais c'est pas toujours facile pour les entreprises, surtout les plus petites, parce que tout à l'heure, on a évoqué les salaires. Mais c'est pas un salaire qu'il faut penser dans l'entreprise, c'est en rémunération. Parce qu'il y a aussi ce qui est à côté, les heures supplémentaires, les autres avantages. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, il faut se le dire. Il y a une difficulté de pouvoir d'achat pour nos salariés. Il y a une difficulté de pouvoir d'achat pour nos indépendants. Aujourd'hui, on a des avocats, des kinésithérapeutes, des infirmières qui sont des travailleurs non salariés, qui eux n'ont pas de salaire mais des revenus et qui sont en dessous du SMIC. Et ça aussi, faut pas l'oublier. Donc il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Et pourtant, on a des entreprises qui sont endettées. Je parle dans les TPE, PME. On a des prélèvements qui sont de plus en plus lourds et que c'est aujourd'hui extrêmement difficile de faire beaucoup plus. Qu'en pensez-vous ? Alors moi, je souscris au raisonnement. Vous êtes député, porte-parole du Modem. Je voudrais revenir. Alors,
Gérald Darmanin, il est dans son rôle, il a raison de le dire, on est beaucoup à le dire. Ça, c'est pas le souci. Je vais simplement rappeler, parce que j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. C'est les derniers chiffres de l'INSEE. Moi, je publie pas de chiffres. Vous me dites un quart moins de 1500. Moi, je vous dis 19,5%. C'est pas tout à fait un quart. Moi, c'est les derniers chiffres de l'INSEE de ce matin. Et entre 1500 et 2000 euros, 30,2. Ce qui fait qu'on arrive... 30% entre 1500 et 2000 euros. Voilà, net, hein, on parle en net. Donc on est bien à 49%, grosso merdo 50% en dessous de 2000 euros net. Ça vient d'où ? Ça vient des systèmes d'allègement Fillon mis en place en 2003. Donc ce problème de salaire, il ne date pas d'hier. Il date de 2003. On a baissé les cotisations patronales avec un système dégressif jusqu'à 1,6 SMIC. Et au-delà, eh bien, elles redeviennent très importantes et très lourdes. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut on a favorisé l'embauche en dessous de 2000 euros net. Mais on a poussé à l'embauche pour des salaires de moins de 2000 euros et on a pénalisé... Ce qui est logique, Jean-Jacques Bourdin, quand vous lancez votre entreprise, vous avez besoin d'avoir le moins de charges possible pour pouvoir tenir les 3 premières années. On a déchargé les bas salaires pour surcharger les salaires médians. Mais c'est pas nouveau, on le dit depuis longtemps, on a une espèce de plafond de verre qui s'établit à 2000 euros net. Donc oui, les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires. Et là, je parle des grandes entreprises internationales, dont Total, puisque vous l'avez mentionné, mais pas que. Elles doivent effectivement faire des efforts au niveau des augmentations de salaire. Ça, c'est important. Après, la masse des entreprises, c'est quand même les PME, TPE. Et ça, c'est très compliqué pour elles, surtout dans la situation actuelle. Aujourd'hui, on n'a pas loin de 150 000 PME, TPE qui sont en danger, dans le rouge. Donc, il y a d'autres façons d'augmenter son pouvoir d'achat que le salaire. Il y a la rémunération, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Ça peut aller par les primes, ça peut aller par l'intéressement et la participation. Dès qu'on peut donner aux salariés, il faut donner. Mais l'État peut pas tout. L'État a fait... Mais je remarque, lorsque l'on parle salaire, et je regarde l'actualité, de quoi parle-t-on ? Souvent des très 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 hauts salaires, des très grands dirigeants, et on parle du SMIC. On ne parle jamais des salaires compris entre 1800 et 2500 ou 3000 euros. Jamais, on ne parle jamais de ces Français-là. Oui, je pense qu'on a un problème en France, d'une manière générale, pour avoir un débat comme on l'a là, c'est-à-dire argumenter avec des éléments factuels. Il faudrait parler des conventions collectives, par exemple. Il faudrait parler aussi, je pense, de l'accord de branche. Les accords de branche. Il faudrait parler... Un élément qui me semble très important au-delà du salaire, c'est la progression salariale. Vous pouvez commencer à un niveau, le SMIC ou un peu plus, mais quel est votre espoir dans la vie ? Est-ce que c'est rester toujours au même niveau ? Je vais vous donner un chiffre. Le salaire moyen des ouvriers de 60 ans, il est de 1 900 euros. Est-ce que le problème, il n'est pas là ? Le salaire des cadres, il est de 5 900 euros. Est-ce que le problème, il n'est pas surtout là, c'est-à-dire, ok, moi je peux commencer dans ma carrière à un niveau, mais quel est l'espoir qu'on me donne ? Quelle est la formation qu'on me donne ? Premier point. Et puis, un point qui me semble tout à fait central, c'est le poids accordé au titre scolaire, au diplôme. Comment les entreprises privées ont une croyance dans la valeur de ces titres. C'est-à-dire qu'elles accordent aux diplômés des niveaux de rémunération qui sont très écartés par rapport aux autres. Ça, à mon avis, c'est un point central qu'il faudrait réfléchir. Ça a tendance à... C'est très intéressant, d'ailleurs. Ça a tendance à baisser, cet écart de niveau. Parce qu'aujourd'hui, avec 5 ans, 6 ans, 10 ans d'études, vous êtes embauché, alors pas en ce moment où il y a des besoins, mais il y a encore 2-3 ans, vous étiez embauché beaucoup moins cher qu'il y a encore 5-6 ans. Alors, je vais donner la parole à Bernard Cohen-Haddad, mais je voudrais lancer un appel à nos auditeurs. 0826 300 300. Dites-nous, vous êtes patron de PME, vous travaillez avec un salaire bas. Et puis, je voudrais quand même revenir sur ce que je disais tout à l'heure. 45% des Français interrogés ne se rendent au travail que pour le salaire. Est-ce votre cas ? Et puis, je voudrais aussi revenir sur ce que je disais en préambule, sur les salaires. Travailler plus pour gagner plus, très bien. Mais il y en a d'autres qui préfèrent moins travailler pour le même salaire, ça évidemment. Et puis il y en a encore qui préfèrent réorganiser leur travail en travaillant 4 jours par semaine, par exemple, pour un même salaire, mais avec 4 journées de travail évidemment beaucoup plus longues. Alors ces aspirations-là sont des aspirations qui existent. Le travail n'est plus non plus en position centrale dans la vie de nombreux Français. Ça a beaucoup évolué. Bien, sur les salaires. Oui, Jean-Jacques Bourdin, parce que ce que je voulais dire, parce que on a des auditeurs qui nous écoutent et souvent ils se disent mais pourquoi les PME elles augmentent pas les salaires ? Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, ça a été dit par Apollo Millenne, c'est vrai que
avec les PGE, avec la crise Covid, avec l'augmentation du prix des matières premières. Je voudrais pas faire Cosette ni du Zola. Nos entreprises, les petites, ont vraiment beaucoup de dettes, y compris les dettes URSSAF, dont on ne parle pas, et les dettes sociales. Aujourd'hui, pour un patron de TPE, quand j'embauche à 2 000 €, Oui. ça me coûte 3 200 €. Et le problème, c'est que ce sont des salaires récurrents, c'est-à-dire que ça va me coûter 3 200 € tant que le salarié sera dans l'entreprise. Ça va pas me coûter 2 000 €. Ça coûte à l'entreprise 3 200 €. Et quand vous n'avez pas de visibilité, quand vous avez des problèmes d'échelonnement de dettes sociales et fiscales, quand vous avez des problèmes pour payer votre loyer, quand vous avez tout simplement des difficultés à trouver de service, quand vous avez des clients qui vous payent en retard, des grands comptes, comment vous faites pour sortir de l'argent de l'entreprise? C'est bien ça notre difficulté. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Alors, Bernard Cohen-Haddad, en Allemagne, un patron qui paie son salarié 2 000 € paie combien de charges? Beaucoup moins, parce que comme ça a été dit par Monsieur Mulien, je ne l'ai pas les chiffres en tête, mais on est par rapport à l'Allemagne ou par rapport à la Suède en dessous, nous, des charges. Mais le taux d'imposition sur les sociétés et le taux des prélèvements obligatoires pour l'ensemble de la population, c'est 44,3%. Donc vous voyez, et on n'a pas la même, relation au travail que... Trop d'impôts, il y a trop d'impôts, et là-dessus on ne sera pas d'accord avec M. Mulien. Il y a trop d'impôts, bien entendu, trop de charges. Je regardais les aides de l'État, Mais attendez, les aides, il faut les rembourser. Est-ce que vous croyez qu'on rase gratis? Le quoi qu'il en coûte, il a un prix, il a un coût, c'est l'endettement. Or aujourd'hui, c'est pas possible. On souhaite augmenter les salaires, on souhaite, et ça a été très bien dit par M. Mulien, si on veut augmenter les salaires, il faut aussi monter en compétences dans l'embauche. Et aujourd'hui, on emploie et on embauche beaucoup plus cher qu'il y a 36 mois. C'est une réalité du terrain. Bien, nous allons. Je vais donner la parole à Louis Morin, qui n'est pas tout à fait d'accord, je le sens. Hein. Enfin, qui a d'autres. Une autre. Oui, c'est le débat. Une autre vision des choses. Et vous appelez 0826 300 300. Il est 11h15. Nous parlons des salaires ce matin, et évidemment en lien avec le travail. Louis Morin, je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire des inégalités. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Plusieurs petites choses. Première chose, pour nos amis auditeurs, il y a sur le site inégalité avec un s.fr un outil où vous pouvez mettre votre niveau de salaire pour un temps plein et vous situer donc à tous les niveaux. On a tous les chiffres sur le site de l'Observatoire des inégalités, un outil qui est très bien fait. Deuxième point, un point de convergence. Moi, je suis pas un patron de PME, mais de PMA, de petites et moyennes associations. Et je suis d'accord. Merci. Non, mais il faut dire clairement. Il faut avoir les ressources pour augmenter les salaires. Et le débat, il devrait porter sur le profit des entreprises en fonction de leur richesse ou les dividendes comme on veut, peu importe, mais il y a des inégalités. Et il me semble qu'il y en aura tout un débat à faire sur les inégalités entre entreprises. Il y a le chiffre d'affaires qui joue, mais il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Dernier point de désaccord. Vous voulez dire, pour être encore plus concret que ce que vous dites, vous voulez dire, il y a des entreprises qui font des bénéfices, qui peuvent augmenter, qui doivent augmenter les salaires, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Exactement. Il faudrait pouvoir mieux les différencier. Il y a un bout de progressivité. Dans l'impôt sur les sociétés, il y a un bout de progressivité. Oui, c'est vrai que l'impôt sur les sociétés n'est pas assez progressif. Mais il devrait bouger en fonction des bénéfices. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas le payer parce qu'ils ont les moyens d'aller ailleurs produire et ils ne payent pas. Exactement. Ça, c'est une inégalité aussi. Mais alors, il faudrait avoir un débat plus sérieux sur la réussite, la valeur, le profit des entreprises et de les taxer de manière plus progressive. Il y a déjà un bout là-dessus. C'est-à-dire que plus une entreprise fait de bénéfices, plus elle doit être taxée. Je pense que le débat... Plus une entreprise fait de bénéfices, plus elle trouve les moyens de payer moins d'impôts. C'est ça qui n'est pas normal. Alors ça, il y a ça aussi, mais je trouve que le débat... Attendez, quand une entreprise fait des bénéfices, elle utilise l'argent à plusieurs objectifs. Hein. On peut réinvestir. L'investissement, il faut quand même investir. Il faut quand même garder une partie de l'argent récolté pour investir. Dans les associations. C'est la même chose dans les associations. Non, mais il y a des efforts qui sont faits. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'un impôt sur les sociétés progressives, c'est une bonne idée. Je pense que le débat sur les surprofits masque ce débat-là de fond qui devrait être porté par les PME, notamment parce que la taille joue. Si, on le porte, le débat. On a un très grand spécialiste de la fiscalité qui s'appelle Jean-Paul Mattei, qui est notre président de groupe, et qui, tous les ans, met sur la table, effectivement, tous ces problèmes de fiscalité, que ce soit les fiscalités de l'entreprise ou même la fiscalité des salariés, peu importe. Donc nous, ça fait déjà depuis 3-4 ans, ça a été commencé avec Patrick Mignola, qu'on demande une conférence salariale et sociale.
regroupant tout pour justement conférence salariale. Pour mettre tout ça sur la table. Mais évidemment. Parce que je veux juste le rappeler, Jean-Jacques Bourdin, si c'est possible, je veux juste rappeler ce que l'État a fait lors du premier quinquennat. Les gens l'oublient, je vais vous prendre un exemple simplement. Je ne vais pas vous lister tout ce qui a été fait, mais un exemple. Si les auditeurs veulent d'autres exemples, je leur en donnerai. Mais la suppression des cotisations salariales et chômage pour 29 millions d'actifs, c'est une augmentation de salaire net pour tout le monde que personne n'a vu. Moi, j'ai fait l'expérience chez moi avec des amis qui gagnent plutôt bien leur vie. Ils avaient augmenté leur salaire net de 200 € par mois, ils ne l'ont pas vu. Oui, parce qu'ils gagnent bien leur vie, ils ne regardent pas leur salaire. Non, mais je crois que personne l'a vu. Attendez. Mais interrogez, ce serait intéressant de voir si vos auditeurs se sont aperçus de ça. S'ils ont vu à un moment que leur feuille de paye avait augmenté d'un certain pourcentage, ça c'est l'action de l'État. Mais après l'État ne peut pas tout. C'est pas pour reprendre une formule célèbre. D'accord, mais l'État peut fixer les règles, doit fixer les règles. Mais ça, faut le faire en concertation. Et il doit tracer un avenir, des chemins. Il faut le faire en concertation avec les partenaires sociaux et voilà. Bon, il faut faire cette conférence. Vous vouliez dire quelque chose, Bernard? Oui, mais je pense qu'il faut aussi être lucide dans le monde de nos entreprises et on vit une période difficile, Jean-Jacques Bourdin. Les auditeurs le disent tout le temps, mes salariés le disent tout le temps, la vie est beaucoup plus chère depuis la fin du Covid. Attendez, on ne peut pas se voiler la face et dire oui, les grands salaires, les grands patrons. Je veux en parler des grands salaires. Mais c'est important quand même. On vit une inflation, une augmentation des prix, une difficulté dans la relation au travail, puisque le télétravail a cassé la chaîne de la relation entre l'entrepreneur, les collègues et le monde du travail, qui n'était pas prévu. Donc on ne nous raconte pas que c'est quelque chose qui a été un complot. La Covid-19 a bousculé un certain nombre de règles et on a pris cela en pleine figure parce qu'on pensait, et j'en termine là, qu'à la fin du Covid-19, on repartirait sur une dynamique qui a eu lieu 3 mois et après on est tombé dans la crise ukrainienne. Ça, on le vit de plein fouet. C'est valable pour les indépendants, c'est valable pour tous les bas salaires. Et aujourd'hui, on n'a pas la martingale. Regardez le taux d'inflation. 8,3%, des taux d'intérêt qui ont explosé, ce qui n'était pas le cas avant. On n'a jamais connu ça depuis 20 ans. Bien, vous réagissez, 0826 300 300, votre rapport au travail, le salaire, est-ce que vous êtes prêt à travailler plus pour gagner plus ou pas? Est-ce que vous préféreriez qu'on aménage votre temps de travail avec un même salaire, même un salaire moindre, en travaillant moins? Je sais que certains, pour beaucoup, et je le disais tout à l'heure, le travail n'est plus en position centrale dans la vie de nombreux Français. Oui, pour beaucoup, le travail n'est plus en position centrale. Vous réagissez, vous intervenez, vous avez des questions à poser, 0826 300 300. Louis Morin. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Nous vivons une crise d'une énorme ampleur. 8% de baisse de l'activité en 2000. La collectivité a mis plus de 200 milliards d'euros sur la table, qu'il va falloir rembourser en aidant considérablement les entreprises, notamment en prenant en charge la question du chômage partiel. Face à cette situation, quand est-ce qu'on va réhabiliter le sens de l'effort collectif? Quand est-ce qu'on va demander une contribution pour essayer d'aller mieux, de financer cet effort? Mais une contribution à qui? Et cette contribution, il y a un truc très simple pour la fixer, c'est dans notre Constitution, il y a quelque chose qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme, et dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a un article 13 qui dit que chacun doit payer en fonction de ses capacités contributives. Ça veut dire qu'on doit se retrousser les manches. Ça veut dire quoi? Augmenter les impôts des plus riches? On arrête augmenter les impôts de tout le monde en proportion de ses capacités contributives. On arrête de dire on rase gratis, on arrête le discours démagogique sur les baisses d'impôts, par exemple ce qui a été fait avec la réduction Fillon qui ruine notre système de protection sociale. Non seulement il empêche les hausses de salaire, mais il ruine la protection sociale. Et on se retrousse les manches et on se dit ok, même si à un petit niveau on doit payer quelques euros, du moment que c'est progressif, du moment que tout le monde paye, c'est ça qui va faire que ça va marcher. Et je crois qu'aujourd'hui, le politique est en partie, pour certains, peut-être qu'on va me démentir, mais ivre des sondages. C'est-à-dire ivre des sondages sur les Français ne veulent pas payer d'impôts. Les Français ne veulent pas payer d'impôts. C'est normal. Ils ne veulent pas payer d'impôts si on ne leur explique pas
premièrement, à quoi ça sert? C'est-à-dire, payer l'impôt pour payer l'impôt, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, comment c'est réparti? Et troisièmement, où est utilisé, comment est utilisé l'argent? Je suis d'accord pour dire, si l'idée c'est juste, on va tout piquer aux super riches, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la question... Qu'est-ce qu'il va faire? On l'a bien vu avec les Gilets jaunes et ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va faire que ça va être populaire? C'est que chacun mettra la main à la poche en proportion de ses revenus. Et ça me semble quelque chose d'oublié. Ce sens de l'effort, là, on parle du travail, mais ça aussi c'est le sens de l'effort. De dire, on a une crise majeure, faisons un effort. Bien, nous allons développer tout cela. Il est déjà 11h26, une petite pause encore. Et puis, tiens, nous parlerons aussi des plus gros salaires, des plus gros revenus. Je préfère employer le mot revenu que salaire. Et nous ferons la différence aussi. Il est 11h27. Merci, vous êtes sur Sud Radio. Bien, je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent intervenir au 0826 300 300. D'ailleurs, je vois Stéphane qui est prêt à parler. Est-ce que vous faites la course au salaire? Parce que, encore une fois, certains préfèrent privilégier la qualité de la vie à l'augmentation de salaire. Pur et dur, pur et simple, en travaillant plus. Tout dépend de votre conception de la vie. Alors, on en parle. Et puis, ce sentiment d'injustice, ce n'est pas moi, c'est Bernard Cohen-Haddad qui vient d'en parler, là, pendant les pubs. Ce sentiment d'injustice qui est monté avec les Gilets jaunes et qui existe toujours, qui est réel. Injustice entre ceux qui peinent à boucler les fins de mois et injustice quand ils voient... je ne vais pas prendre l'exemple de Pouyanné, même si, c'est un exemple frappant, mais quand ils voient les très 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 hauts revenus, je préfère employer le mot revenu au mot salaire. Croyez pas, Jean-Jacques Bourdin, que nous, dans les TPE-PME, lorsque... on essaie de payer nos charges à la fin du mois, et je le vis, moi. Oui. Donc, je suis courtier en assurance, je peux vous dire que c'est difficile, il y a des moments. Je vois tout le monde, tous les jours, des entrepreneurs et des salariés qui me disent qu'ils ne peuvent pas payer leur assurance et qu'ils veulent un rabais sur leur assurance. Je vous le dis, je le vis. Et quand dans mon entreprise, je ne peux pas augmenter les salaires, vous ne croyez pas que j'ai un sentiment de révolte en disant, mais pourquoi moi, qui suis une petite boîte, je ne peux pas augmenter mes collaborateurs, alors que quand j'ai besoin d'eux, alors qu'ils sont là, quand je suis malade, quand je suis dans la détresse et que je passe plus de temps avec mes collaborateurs qu'avec ma famille. Oui. Je ne suis pas un petit peu avec la haine, je l'ai, et le désespoir, parce que malgré le nombre d'heures que je fais, malgré mon investissement, malgré la solidarité qu'on a entre nous, on rame. Et pourtant, on a l'espoir d'avancer ensemble. C'est pas toujours facile et j'espère qu'on va y arriver. Et certains ne rament pas? Certains ne rament pas dans la vie, mais c'est pas parce que d'autres ne rament pas. On va pas jalouser. Mais voilà, exactement. On va pas jalouser. Et c'est exactement ça. Je vais vous citer. Néanmoins, il y a des revenus en France qui mériteraient d'être plus taxés. Néanmoins, créons les conditions d'une plus grande équité, d'une plus grande justice et d'un plus grand partage de la valeur. Vous êtes d'accord avec cela, Louis Morin? Oui, mais je pense que c'est pas. Il y a des revenus, c'est-à-dire que je redis, c'est pas l'idée de on va taxer quelques super riches, c'est on va taxer, chacun va faire un effort en proportion de ses revenus. Et c'est pas juste se focaliser, c'est pas surtout pas se focaliser, parce que là on ira dans le mur que on a déjà connu autrefois. C'est la question de la justice. Au fond, ceux qui gagnent, Monsieur Pouyanné. 3 siècles de SMIC en 1 an. En 3 ans, il fait un millénaire. Mais ça, c'est un épiphénomène, peut-être. C'est un épiphénomène. Ça choque. Ça choque, c'est-à-dire c'est indécent. Ça choque les gens. Mais la question de fond, elle est dans la répartition d'ensemble. Elle est dans la contribution de chacun. Je comprends qu'on puisse être choqué par le montant. Par le montant. Mais il faut regarder la réalité des choses. Il y a une réalité internationale. Il est patron d'une très 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 grande entreprise. Absolument. Oui. Il y a beaucoup de très très grandes entreprises équivalentes qui payent beaucoup mieux leurs dirigeants. Alors c'est uniquement vrai pour les entreprises américaines qui sont assises. Non. Oui. Je reviens sur le... Parce qu'il faut être factuel. Alors allez-y. Je vais prendre Charles Pinel, les chiffres de qui est directeur général de Proxinvest. Voilà, il va vous raconter ça bien mieux que moi. On reproduit ces données tous les ans, montre que ces très grands patrons en France, ils sont dans la moyenne européenne, parfois mieux, ça dépend. Alors là, on est vraiment dans des cas individuels. Mais ne comparons pas avec les États-Unis, qui est un cas extraordinaire où il y a des super multinationales où, voilà, c'est comme si on comparait. Super oui, mais il y a beaucoup plus gros que Total dans le monde, et on va comparer avec un univers pour dire non, c'est pas grave, ce monsieur gagne 3 siècles de SMIC, c'est pas grave. Avec les joueurs de football, avec les stars de cinéma, c'est ça qu'il faut comparer. C'est pas avec ceux de nos entrepreneurs quand même. Comparer avec un joueur de football dans la mesure où la carrière au salaire.
Oui, faut c'est pas, difficile pas jalouser, Jean-Jacques. dans la mesure où un joueur de football, sa carrière est de 10 ou 15 ans. Un grand patron, il se fait débarquer du jour au lendemain aussi, vous savez. Oui, enfin débarquer, mais il trouve très vite du boulot Souvent, du jour au lendemain quand même. Pas du jour au lendemain, mais enfin, il retrouve très vite du boulot. Hein. Ça, c'est un très grand patron. Ça, c'est un point extrêmement intéressant. Oui. Qui prend des risques? Quelle responsabilité? Voilà. Parce que le créateur d'une entreprise, le fondateur, gagne énormément d'argent, ça ne me choque pas. Mais que le salarié, parce que les très grands patrons, ce sont des dirigeants, pardon, mais ils n'ont rien créé du tout. Rien créé du tout. Si, ils créent de la richesse. Ils créent de la richesse et ils peuvent la partager. Jean-Jacques Bourdin, je suis d'accord sur ce point. Ils créent de la richesse. Et on est d'accord. Moi, je suis plus en colère et je ne comprends pas. C'est sur les retraits de chapeau. Quelqu'un qui fait mal son boulot ne doit pas pouvoir partir avec ce genre d'émolument. C'est pas possible. Un salarié qui se fait virer, je suis désolé, même quand il négocie son départ, ça monte pas à des 1000 et des 100. Donc ça c'est incompréhensible. Alors, après qu'un grand patron qui crée des richesses, qui peut-être peuvent être distribuées d'ailleurs dans l'entreprise via intéressement et participation, qui gagne beaucoup d'argent, ça ne me choque pas plus que ça. Je vais prendre Stéphane, c'est promis Stéphane, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais appeler Charles Pinel, qui est directeur général de Proxinvest. Bonjour. Bonjour messieurs. Merci. Société de conseil aux actionnaires spécialisée sur les sujets de gouvernance et notamment de rémunération des dirigeants. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, une entreprise veut embaucher un haut dirigeant, un haut cadre, elle fait appel à vous pour savoir à peu près combien il doit être payé, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Bon, d'accord. Notre rôle, c'est de conseiller des actionnaires lors de leur vote, lors des assemblées générales, parce que je pense que vous l'avez en tête, de la rémunération des mandataires sociaux dirigeants est soumise à l'approbation des actionnaires. Et dans ce cadre, donc, on accompagne nos clients, qui sont donc des investisseurs, pour leur dire, est-ce qu'il faut approuver ou pas la rémunération d'un dirigeant? Donc, question compliquée, parce que c'est difficile d'établir est-ce que la rémunération est équitable et justifiable. Vous dites au conseil d'administration, parfois, vous voulez le payer trop cher? En tout cas, on le dit aux actionnaires qui notent le conseil d'administration. Et alors pour reprendre vos propos là que j'entends, nous bien sûr on est sur les sociétés de grande taille, on est sur des sociétés cotées, donc c'est les principales sociétés françaises. Et effectivement, j'aurais tendance à corroborer les propos précédents. La moyenne de la rémunération des dirigeants du CAC 40 qui tourne bon an mal an vers les 5 millions d'euros à peu près, est en ligne avec les rémunérations qu'on peut observer en Europe et sensiblement inférieures aux rémunérations américaines. Aux États-Unis, on est plutôt à 15 millions d'euros. 15 millions d'euros de revenus annuels. Alors justement, tout à l'heure, vous aviez bien raison en parlant de revenus et pas de salaire. Voilà, de revenus. Oui, exactement, parce que on a affaire à des mandataires sociaux, donc ils n'ont pas de contrat de travail pour la plupart. Il y en a quelques-uns qui peuvent le maintenir, mais la plupart du temps, ils ne sont pas salariés. Et leur rémunération, il faut bien avoir en tête qu'elle se décompose d'une rémunération fixe, donc là qui est tangible en cash, qui est versée. Mais ensuite, les montants dont je vous ai parlé, ce sont des montants attribués. Dedans, il y a une grande partie, souvent un tiers, parfois la moitié, qui est sous forme d'actions dite de performance, parce l'attribution, le versement, si vous voulez, l'acquisition va dépendre de critères de performance qui sont calculés sur plusieurs années et donc selon le taux d'atteinte de ces critères, la rémunération, les actions vont être versées. Et si on prend le cas de Monsieur Pouyanné, où on parle donc de 6 millions d'euros, c'est donc le montant attribué par le conseil d'administration, c'est-à-dire que le conseil d'administration a jugé qu'il fallait lui attribuer l'équivalent de 6 millions d'euros, mais une partie, là en l'occurrence c'est un tiers, il y a 2 millions d'euros, il ne les touchera que dans quelques années si les conditions de performance qui sont attachées à cette acquisition d'actions, si les critères de performance sont atteintes. Donc, mais peut-être qu'il touchera d'ailleurs davantage que 6 millions, puisque si l'action monte, il va toucher des actions qui vaudront plus cher qu'actuellement. Vous voyez, évidemment. Je comprends. Le mécanisme. C'est proportionnel aux réussites de l'entreprise. Exactement. Évidemment. Charles Pinel, vous dites donc les grands patrons du CAC 40 sont normalement. Mais est-ce qu'ils sont aussi imposés que dans les autres pays ?
Ah, ça c'est une bonne question. Alors c'est un aspect qu'on ne regarde pas parce que ça c'est plus le problème des actionnaires, mais c'est le problème des bénéficiaires. Ce qui est certain, c'est que pendant très longtemps, on a pu noter des attributs, une rémunération sous forme de stock option qui a quasiment disparu parce que c'était extrêmement fiscalisé, en tout cas en France, mais également à l'étranger. Hein, on le voit de moins en moins. Donc ça c'est un point important. Et effectivement, dans l'ensemble, on a fait quelques études quand même. Les patrons français sont quand même plutôt plus imposés qu'ailleurs, mais peut-être pas tant que ça. Hein. C'est pas si notable. Ah, c'est pas si notable. Ils sont, pas plus imposés qu'ailleurs. Je parle des revenus, des grands patrons, Charles Pinel. On est bien d'accord. Hein. Bon, ok. Merci pour ces précisions. C'est intéressant. Hein. C'est bon. Ça montre bien une réalité. Mais tiens, je vais prendre Stéphane qui est à Nîmes. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean-Jacques. Nous redescendons sur Terre, là, avec vous, Stéphane. Oui. Voilà. Donc, vous êtes patron d'une petite entreprise, Stéphane ? Non, moi je suis salarié d'une entreprise adaptée. Donc c'est des entreprises qui embauchent en majorité des personnels handicapés, donc à hauteur de 55%. D'accord. Et ces entreprises sont subventionnées par l'État. Oui. Donc moi par exemple, je touche un SMIC, je touche 1 300 €. Oui. Je ne fais pas partie du personnel handicapé. Et sur ma fiche de paye, mon patron a une déduction de charge de 694 €. Et malgré ça, on n'est pas augmenté. C'est toujours pareil, quoi. Donc je trouve que c'est pas normal. Et voilà. Ouais, vous êtes tous payés au SMIC. Vous êtes combien, Stéphane, dans l'entreprise ? On est 18 salariés, 18 en CDI. Et voilà, quoi. C'est... Comme ça. Voilà, 18 en CDI, je voulais poser la question. 300 €, il est jamais augmenté. Poser la question à Stéphane, quel âge avez-vous ? Moi j'ai 37 ans, j'ai 3 enfants. Voilà. 37 ans, 3 enfants, il gagne 1 300 € par mois. Comment voulez-vous que Stéphane s'en sorte ? Et Stéphane, vous êtes membre de votre entreprise, c'est de l'économie sociale et solidaire ou pas ? Alors non, moi je suis un personnel normal, je sais pas ce que c'est membre économique et solidaire, je suis désolé. Et enfin, c'est une bonne illustration. Comment, avec ça, on ne comprend pas les tensions, la force des tensions qu'il y a dans notre pays. D'un côté, M. Pouyanné, qui nous dit qu'il est fatigué. Il dit ça, il est fatigué. Quelle erreur de communication. D'ailleurs, non seulement une erreur, mais c'est même un peu indécent. Pardon. Je trouve ça. Pas une erreur. Même s'il il faut dire son salaire. Il faut pas hésiter, mais quand même. Jean-Jacques, la grande difficulté pour Stéphane, et j'aimerais qu'il le dise, parce que moi je le vois tous les jours chez nos entrepreneurs et chez nos salariés. Il vous reste combien, Stéphane, à la fin du mois pour vivre ? Moi je vis sur le découvert. À partir du 20 du mois, on n'a plus d'argent. Oui, évidemment. Mais bon, votre femme, vous êtes marié, Stéphane ? Je suis marié, oui. Bon, votre femme travaille ? Ma femme travaille, elle est vendeuse aussi, elle touche légèrement plus que le SMIC. Bon, heureusement que vous êtes deux à travailler. Ah oui. Voilà, et donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je trouve que c'est pas normal qu'il y ait des entreprises qui soient subventionnées par l'État et qui fassent pas l'effort de payer un peu plus que le SMIC leurs employés. Voilà. Oui. Et je voulais mettre ce sujet sur la table parce que j'en ai pas entendu parler. C'est un bon sujet. Stéphane, on devrait conditionner les aides aussi, on devrait pouvoir... Juste une question, sans remettre en cause du tout, et pas du tout ce que vous dites. Vous êtes dans une situation que tout le monde ici perçoit comme excessivement difficile. Mais est-ce que les profits de votre entreprise sont bons ou pas ? Dans quel état est l'entreprise aussi ? L'entreprise se porte bien et ils investissent régulièrement dans des nouveaux véhicules, du nouveau matériel. Et voilà, ils n'ont aucun problème visible. D'accord. Non, mais c'est une précision 1 300 €, l'entreprise est en CDI. L'entreprise paie combien de charges sur 1 300 €? C'est 42%, Jean-Jacques. C'est 42% plus voilà, à peu près 650 €, quoi. 650 €. C'est-à-dire que le salaire coûte à l'entreprise, si je puis dire, de Stéphane, 2 000 €, quoi. Oui, 2100, 2200 après. 2200 €. Au niveau du SMIC, c'est moins que ça. C'est moins que ça. C'est beaucoup moins que ça. Maintenant, il y a des erreurs de management. La question que je reviens, la question de l'auditeur. Cette question-là, la question des salaires, elle est vraie dans les PME, elle est vraie dans ce type de structures soutenues par la fonction publique, elle est vraie dans les associations. C'est-à-dire que tout le monde doit mettre les trucs à table. Moi, je propose une chose que vous devriez réclamer. Et maintenant, on joue carte sur table. Dans les entreprises, les associations, tout ce qu'on veut, on met les salaires. Et on dit combien chacun gagne. Voilà. Publicité des salaires, et on débat.
Et là, on va voir. Publicité des salaires et des charges. Et des charges, bien sûr, bien sûr. On met Publicité des salaires et des charges, c'est-à-dire on met tout sur la table. Quel est le coût salarial d'une entreprise? Exactement. Et chacun dit combien coûte le patron, combien coûte l'ouvrier de base. Mais ça va provoquer des jalousies terribles, ça. Mais alors attendez, si on veut avoir un débat, on peut être libéral. Oui, moi je suis un vrai libéral. On a un problème en France avec ça. Il n'y a pas de honte à mettre sur la table ce qu'on gagne. Je suis désolé. Est-ce que vous êtes prêts? Tiens, je vais lancer. On va lancer le débat sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Est-ce que vous êtes prêts à mettre sur la table votre salaire? Oui, non. Stéphane, oui. Oui, Stéphane, oui, il gagne 1300 et il est sous-payé, il est mal payé. Il faut être libéral. Mais libéral en termes d'information. C'est-à-dire, on doit savoir, si on veut négocier, on doit savoir qu'il y a combien. Ce sont les États-Unis. On critique beaucoup, on critique beaucoup le système américain avec ses patrons qui gagnent des fortunes et des fortunes. Mais aux États-Unis, gagner de l'argent, c'est une reconnaissance. C'est pas une honte. Et tout le monde met son salaire sur la table. Oui, un élément de débat, je veux dire, parce que ce qui contribue aussi à une dévalorisation de l'appréciation du salaire, c'est la réforme dont on a oublié, qui n'est pas si vieille que ça. C'est le prélèvement à la source aussi des impôts. Oui. Mais c'est bien ça, le prélèvement à la source. C'est bien, si ce n'est que à la fin du mois, c'est plus le même salaire qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, oui, mais quand même, c'est-à-dire que ça aussi. Oui, mais enfin, ça ne concerne pas Stéphane. Stéphane, 1300 globalement, ne paie pas d'impôts. On a beaucoup. Jean-Jacques, si je vous le dis, c'est qu'on a beaucoup de retours de collaborateurs qui nous disent. C'est vrai, nous, on a l'impression qu'on paye aussi trop d'impôts par rapport à notre volume de salaire. Vous payez de la même façon par tiers. Oui, mais simplement dans la fiche de paie à la fin du mois, c'est différent. Vous voyez la différence, je vous disais tout à l'heure, quand on a baissé les cotisations salariales, ça, vos salariés l'ont pas vu. Quand ils ont eu de l'argent en plus, mais quand il y a le prélèvement à la source, ils le voient. Stéphane, vous voulez ajouter quelque chose, Stéphane? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que le personnel handicapé, en fait, c'est un personnel gratuit pour l'employeur, parce que eux, par contre, ils sont rémunérés à hauteur par l'État en subvention de 18 000 € par an. Donc 18 000 €, c'est pas ce qu'un personnel au SMIC prend dans l'année, quoi. Touche, oui. Donc ils pourraient faire des efforts, ces gens-là. Oui, Stéphane, si je peux me permettre, et là je le fais en tant que politique, donc je prends quelques risques, mais si je peux me permettre, au vu de ce que vous nous décrivez, je trouve que la situation dans votre entreprise est anormale. Voilà ce que je pense sincèrement. Donc je ne sais pas comment vous pouvez faire remonter l'information. Il y a quelque chose pour moi qui ne va pas. Si l'entreprise va bien, c'est pas normal qu'à l'âge que vous avez, depuis le temps que vous travaillez dans cette entreprise, vous travaillez depuis combien de temps dans l'entreprise? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans, je suis en CDI. D'accord. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je vous le dis. Je ne sais pas comment vous pouvez transmettre les informations, mais en tout cas. Bien. Merci Stéphane, dans tous les cas. Merci d'avoir appelé. Vous faites comme Stéphane, vous appelez. Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre salaire sur la table? C'est une solution, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Louis Morin, nous avons parlé tous les trois, nous avons parlé du salaire et du travail. Je voudrais revenir quand même sur l'évolution. Parce qu'on parle beaucoup de salaire, mais bon, on gagne de l'argent quand on travaille, on est bien d'accord, c'est un salaire, mais il y a des Français qui préféreraient travailler moins, quitte à être payés peut-être moins ou autant, ne demandant pas d'augmentation de salaire, mais demandant des aménagements. La qualité de vie au travail, Jean-Jacques. La qualité de vie au travail. Alors, c'est votre cas peut-être. Vous appelez 0826 300 300. Nous en parlons dans 2 minutes, 11h45. Nous ne pouvons pas évidemment évoquer les salaires sans évoquer le rapport au travail. Alors, je vous redonne d'autres chiffres. 58% des Français indiquent qu'ils arrêteraient leur activité professionnelle s'ils gagnaient autant sans avoir à travailler. Oui. Sans avoir à travailler. Ils arrêteraient leur activité professionnelle. Peut-être pas si longtemps que ça, parce qu'au bout d'un certain temps, ils auraient peut-être envie de reprendre ce travail ou un autre travail. 66% des Français estiment que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Et ça, ce chiffre augmente. Ce chiffre augmente, là encore. Mais oui. Non, ça vous fait, Louis Morin, ça vous fait réagir, là. On va pas revenir sur les questions de sondage, etc. Non. Mais la majeure partie... Étude de l'IFOP. Dans notre prochain rapport sur la pauvreté en France, on ne regarde pas les sondages comme ça, mais les grandes enquêtes sur les valeurs montrent que les Français ne croient pas à l'assistanat, contrairement à ce qu'on peut raconter, et pensent que si les gens ne sont pas au travail, c'est pas parce qu'ils ne le souhaitent pas, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de travail, qu'ils n'ont pas les qualifications, pour des éléments concrets. On va revenir là-dessus, mais sur le sens du travail. La France qui se lève tôt, qui commence à 6h du matin, qui travaille à la chaîne, le fait qu'elle réponde « Ah ben moi, si on me paye pareil, je ne vais pas aller travailler », faut l'entendre. Car qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui dans des conditions
extrêmement difficiles, qui sont pas derrière, comme moi, derrière un bureau, un ordinateur ou là en train de parler, mais qui subissent dans leur corps physiquement l'usure du travail. Ces gens-là, que voulez-vous? Vous avez peut-être raison. Il y a aussi le fait d'être au travail, d'avoir des collègues. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour très peu, presque, voilà, ils ont fait, mais parce qu'il y a ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une relation au travail, il y a le fait de pouvoir progresser. Ils ont l'idée qu'ils vont travailler comme ça. C'est une vie sociale. Exactement, c'est une vie sociale. Mais il faut les écouter. Oui, moi je pense qu'à chaque travail, il faut donner un intérêt. C'est-à-dire que si vous allez au boulot, pour aller au boulot, sans en recevoir le moindre intérêt, sans en avoir le moindre intérêt, pourquoi vous iriez travailler pour le même salaire? Quand ils disent ça, les Français, à mon sens, je peux me tromper, mais à mon sens, c'est pas de dire, vous me donnez le même salaire, j'arrête de travailler, ils arrêtent de faire l'emploi qu'ils faisaient. Rien ne dit qu'ils ne vont pas faire autre chose il y a aussi, de plus intéressant pour eux. Cela dit, c'est peut-être une caractéristique des grandes villes, des milieux urbains, mais il y a une aspiration à une autre vie. Oui. Une vie plus équilibrée, une vie avec moins d'heures de travail, une vie, oui. Mais ça, c'est l'histoire du travail. Si on prend un peu de recul, l'histoire du travail en France et dans tous les pays, il y a des mouvements qui vont plus ou moins vite, mais c'est de partager la valeur en partie pour élever les niveaux de vie et en partie pour réduire lentement, très progressivement, la quantité de travail sur le long terme. Bernard Cohen-Haddad. Oui, parce que c'est un témoignage juste rapide, c'est que tous les personnes que l'on veut embaucher aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous, on veut bien travailler dans votre entreprise ou dans l'entreprise, mais on veut du sens à notre travail. On veut de la qualité de vie au travail. On veut de la dignité au travail. On veut pouvoir aller chercher les enfants quand on est un père, ce qui n'était pas le cas avant. On veut pouvoir accompagner nos grands-parents ou nos parents parce qu'ils sont dans les grandes villes, on est de plus en plus seuls. Il y a des familles monoparentales. Donc la relation au travail a complètement explosé depuis la Covid, mais aussi on a envie de venir au travail pour voir nos collègues, de partager le projet entrepreneurial. Bien, on va prendre Benjamin, qui est à Castelnaudary dans l'Aude. Bonjour Benjamin. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à vos invités. Vous êtes technicien de maintenance. Merci vraiment d'être avec nous, Benjamin, sur Sud Radio le matin. Ça me fait vraiment plaisir. Vous gagnez combien par mois? Alors moi je touche 1 700 € net par mois. Oui. Par contre, j'entends là les smicards, 1 300 €. Mais je voulais dire qu'en fait, en France, il vaut mieux toucher 1 300 € à deux dans un couple avec 3 enfants, parce que tout simplement, on ne paye pas d'impôts et on a droit à la CAF, on a droit aux APL, on a droit à beaucoup de choses. Moi, je touche 1 700 € par mois. À 22 ans, j'ai acheté 2 appartements que j'ai mis en location, donc j'ai des revenus locatifs. Et je suis imposé sur ces revenus à hauteur de 30%, sauf que les loyers que je rentre servent à rembourser le crédit. Et ce qui fait qu'entre les impôts sur le revenu, des loyers, de mon salaire et le foncier, je suis à 9 000 € d'impôts par an, Monsieur Bourdin. Comment voulez-vous que je paye plus d'impôts? Le 20 du mois, je suis à découvert. Évidemment, Benjamin, je comprends. Mais vous êtes en train de vous constituer un capital, un patrimoine et donc une retraite. Ça c'est sûr, mais la vie n'est pas simple tous les jours. Non, mais vous avez raison, c'est bien. Je voulais dire aussi, on est un des pays qui paye le plus d'impôts au monde, et on a tout qui part en vrille. Alors l'hôpital part en vrille, les services partent en vrille. Où va l'argent, quoi? Je veux bien qu'on paye plus d'impôts. C'est une vraie question. Là aussi, pardon. C'est un autre débat. Je sens que Jean-Jacques Bourdin me regarde. Mais non, mais je vous regarde parce que vous êtes député. Mais la transparence sur l'utilisation de l'argent public, c'est un vaste débat qui n'a pas été ouvert. Mais on est bien d'accord là-dessus. Et au Modem, on le porte depuis longtemps. Il faut le faire. Après, il y a eu... à chaque fois qu'on rentre dans ce débat-là, il y a toujours les mêmes réponses de dire il y a eu un abandon des services publics depuis un certain nombre d'années et on est en train de rattraper. Ce qui n'est pas complètement faux. Il y a eu des décisions qui ont été prises et je ne les critique pas parce que je ne sais même pas si moi-même je ne les aurais pas prises de la même façon, mais qui ont eu des conséquences sur ce qu'on vit aujourd'hui. Et oui, la priorité des priorités, et j'entends très bien ce que dit votre auditeur, il faut vraiment remettre les choses, et on en a mis. Enfin, le Ségur de la santé, la gauche peut gueuler, on a quand même mis 19 utiliser l'argent sur l'hôpital public. Oui, donc, qui est très malade. Il faut aussi donner un sens, pardonnez-moi, à l'utilisation de l'argent public. Aussi un sens. Louis Morin.
Oui, et puis il faut arrêter de dire que notre modèle social ne marche pas, parce que cet argent public, il faut mieux se faire soigner en France qu'au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Hein. Et puisque pour parler à Benjamin, en Espagne et en Italie. S'il était en Allemagne ou au Royaume-Uni, en plus de son salaire, il devrait payer très très cher pour ses retraites. Et donc, bien sûr qu'il y a des éléments. Alors là, il faut vraiment mettre tout sur la table. Il y a des éléments, il y a des endroits où on dépense beaucoup trop d'argent public qui sert à rien. Mais quand même, arrêtons de dire que notre modèle social est un des plus mauvais au monde, alors qu'il est un des meilleurs. Alors qu'il est un des meilleurs. Tout le monde nous l'envie. Effectivement. Tout le monde nous l'envie. Merci à tous. Pardon, je suis obligé de terminer. Il faut faire 2 heures d'émission. Oui, il faudrait faire 2 heures d'émission. Non, mais c'est passionnant. 11h58. Merci à tous les trois. Bernard Cohen-Haddad, Louis Morin et Bruno Millienne. Merci d'être venus nous voir sur Sud Radio. Il est midi. On va se retrouver avec Emmanuel Vargon, qui sera en direct dans ce studio. On va parler beaucoup de sujets. Tiens, par exemple, la grève dans les centrales nucléaires. Est-ce que ça va entraîner, comme ça va peut-être retarder la remise en route de certains réacteurs, est-ce que ça va entraîner, et les patrons de PME sont très attentifs, est-ce que ça va entraîner, encore une fois, des difficultés dans la distribution, la production et la distribution d'électricité? On va en parler à Emmanuel Vargon.